Le président Ibrahim Traoré, dirigeant du Burkina Faso, se promenait dans un marché de Ouagadougou, vêtu de vêtements simples. Pas de costume, pas de cravate, pas de garde du corps visible. Il portait une chemise blanche, un pantalon marron et une casquette baissée pour dissimuler son visage. Personne ne le reconnaissait. Ni le boucher découpant de la viande de chèvre, ni la vendeuse de bananes, ni les jeunes hommes poussant une brouette d'oignons. Pourquoi agissait-il ainsi? Il sentait qu'il perdait le contact avec son peuple. Ses conseillers affirmaient que tout allait bien, que le pays était heureux, mais son instinct lui soufflait le contraire. « Je veux voir par moi-même », avait-il confié à sa femme ce matin-là. « Je veux ressentir ce que vivent les gens, entendre ce qu'ils disent quand ils ignorent que je les écoute. » Sa femme, inquiète, l'avait mis en garde. « Fais, attention, tu es un homme bon, mais les hommes bons ont beaucoup d'ennemis. » Ibrahim avait souri, l'avait embrassé sur le front et promis « Ne t'inquiète pas, je serai de retour avant le coucher du soleil. » Dans la foule, accompagné de 2 gardes déguisés en civil, il passait inaperçu. Soudain, une voix attira son attention, diffusée par une radio crépitante, attachée à un bâton. « Dernière nouvelle !» criait un garçon d'environ 12 ans, vêtu d'un short déchiré et d'un t-shirt sale. « Danger au palais. Des traîtres veulent assassiner le président Traoré ce soir. » Ibrahim s'arrêta net. Le garçon, juché sur une boîte en métal, annonçait les nouvelles, comme un journaliste. « Des ennemis au sein du gouvernement planifient une attaque lors d'une réunion secrète, » répétait-il. Certains riaient, d'autres jetaient des pièces dans sa tasse, pensant à une farce d'un enfant des rues. Mais Ibrahim, le cœur serré, s'approcha discrètement et murmura « D'où tiens-tu cette information ?» Le garçon méfiant répondit « Qui veut savoir ?» Calmement, Ibrahim expliqua « J'aime les nouvelles, je n'ai jamais entendu ça avant. » Le garçon sérieux sauta de sa boîte. « Ce n'est pas une blague, mon oncle. Hier soir, sur ma radio à ondes courtes, j'ai entendu des hommes parler en code. Ils disaient « Ce soir, c'est le moment », et ils ont nommé le président. Il se pencha et ajouta « J'ai tout enregistré, tu veux écouter ?» Les mains d'Ibrahim devinrent glacées. « Oui », répondit-il. Le garçon sortit un vieil enregistreur poussiéreux, pressa une touche et des voix faibles émergèrent du bruit statique. « Il doit être éliminé avant l'aube. Ce soir, lors du conseil, nos hommes seront à l'intérieur. Les gardes seront les nôtres. » Ibrahim reconnut une voix, celle d'un membre de son cabinet, quelqu'un qu'il avait vu la veille. « Sais-tu qui ils sont ?» demanda-t-il. Le garçon secouant la tête répondit « Non, mais je sais d'où vient le signal. J'ai tracé la fréquence. Les radios, c'est mon monde. Mon père, un soldat, est mort quand j'étais petit. Je vis dans la rue, mais les radios, c'est tout pour moi. » Ibrahim, bouleversé, réalisa que ce garçon venait de lui sauver la vie. « Viens avec moi, » dit-il. « Pourquoi ?» demanda le garçon suspicieux. « Parce que je te crois, » répondit Ibrahim, retirant lentement sa casquette. Le garçon ébahi balbutia. « Vous ?» Ibrahim murmura. « Oui, mais tais-toi pour l'instant. » Tremblant, le garçon laissa tomber son enregistreur. « Je n'ai rien fait de mal, » dit-il. Ibrahim posa une main sur son épaule. « Tu m'as peut-être sauvé la vie. » Les gardes, alertes, murmurèrent. « Monsieur, il faut partir. Si cet enregistrement est vrai, le temps presse. » Ibrahim acquiesça. « Ramenez-nous et emmenez le garçon. Il vient avec moi. » Dans une ruelle, alors que la foule reprenait ses activités, un homme sortit un téléphone et murmura « C'est lui, il sait. » Un SUV noir filait dans les rues secondaires de Ouagadougou, évitant la circulation. À l'intérieur, Ibrahim était assis près du garçon, qui serrait son enregistreur comme un trésor. « C'est réel ?» murmura-t-il, émerveillé par les sièges en cuir et la climatisation. Ibrahim sourit. « C'est réel, mon fils. Tu es à côté de l'homme qu'ils veulent tuer. » Le garçon demanda « Et maintenant, vous allez les arrêter ?» Ibrahim répondit « Pas encore. Si nous agissons trop vite, ils s'échapperont. Nous devons les piéger ce soir, lors de la réunion du Conseil présidentiel, où seuls les ministres et responsables de la sécurité sont admis. » Il se tourna vers le garçon. « Comment tu t'appelles » « Ismaël, répondit-il. »
Eh bien, Ismaël, ce soir, tu fais partie d'une mission secrète. Tu nous as aidés à déjouer un complot. Je te dois la vie. Ismaël, dépassé, ne savait que dire. Lui, un enfant des rues, aidait le président. Pourquoi veulent-ils vous tuer demanda-t-il. Ibrahim, regardant par la fenêtre, répondit. Parce que je défends les pauvres. J'ai stoppé les accords véreux avec des entreprises étrangères et empêché les puissants de piller notre pays. Quand un dirigeant devient gênant, ils veulent l'éliminer. Ismaël, qui connaissait la misère, murmura. Vous n'êtes pas comme les autres. Ibrahim acquiesça, mais tout le monde n'aime pas le changement. Au palais, tout semblait calme. Ibrahim Ismaël et les gardes se rendirent dans son bureau privé. Il convoqua le commandant Seikou, chef des renseignements, et l'un des rares en qui il avait confiance. Seikou écouta l'enregistrement, le visage grave, et confirma « C'est réel ». Ibrahim demanda « Reconnaissez-vous les voix ?» Seikou hocha la tête. Le ministre de la Défense peut être le chef de la sécurité intérieure et une autre voix inconnue. Ibrahim, trahi par des proches, ordonna « Surveillez-les, mais ne bougez pas encore. Laissez-les penser que tout est normal et qu'ils assisteront à la réunion ce soir. » Puis se tournant vers Ismaël, il ajouta « Reste ici, nourrissez-le, donnez-lui un lit. Il a fait plus pour ce pays ce soir que la plupart des politiciens dans toute leur vie. » À la nuit tombée, Ibrahim se prépara pour la réunion la plus périlleuse de sa vie, portant un gilet pare-balles dissimulé. Ses gardes, armés discrètement, surveillaient les lieux. À 22h45, la salle du conseil était prête. Chaises alignées, thé servi, tout semblait normal. À 23h, les membres du conseil arrivèrent, souriant et se serrant la main. Parmi eux, des traîtres. À 23h10, Ibrahim entra. La salle se leva, salua, mais ses yeux scrutaient chaque visage. Il repéra le ministre de la Défense, qu'il avait appelé frère, sirotant son thé. Cet homme avait dit sur l'enregistrement « Il doit être parti avant l'aube ». Soudain, une voix crépita dans son oreillette. « Monsieur, un signal suspect vient de la salle. Quelqu'un transmet la conversation en direct. » Ibrahim murmura « Quel genre de signal ?» Seikou répondit « Un espion dans la pièce. Envoie tout à l'extérieur. » Ibrahim, immobile, observa les hommes autour de la table. L'un d'eux était un traître. Il prit la parole, feignant le calme. « Frère, merci d'être là. Commençons. » Pendant qu'il parlait de sécurité et de budget, son esprit s'emballait, scrutant chaque geste. Était-ce l'homme qui se grattait le cou, celui qui regardait sa montre, ou celui qui n'avait pas touché son thé? Seikou murmura à nouveau. « Nous avons localisé le signal. Il vient de la veste d'un ministre, à votre gauche. » Ibrahim tourna légèrement la tête. À sa gauche, le ministre de l'Agriculture, le ministre de la Défense et le vice-ministre de la Sécurité. Puis le ministre de la Défense renversa sa tasse de thé. En se penchant pour nettoyer, la nappe se souleva, révélant une lumière rouge clignotant dans sa veste, l'émetteur. Ibrahim pressa un bouton sur son stylo, signalant à Seikou « Allez-y ». Soudain, les lumières s'éteignirent. Obscurité totale. Des cris fusèrent, des chaises raclèrent, une vitre se brisa. De la fumée envahit la pièce. Les gardes, équipés de lunettes de vision nocturne, neutralisèrent les ministres en quelques secondes. Quand les lumières se rallumèrent, le ministre de la Défense était à terre, maintenu par 2 gardes, l'émetteur trouvé dans sa poche. « Qu'est-ce que c'est » cria le vice-ministre, feignant la surprise. Ibrahim, glacial, déclara « Je vous faisais confiance, mais l'un de vous m'a trahi. » Le ministre, en sueur, hurla « J'ai été forcé, ils ont menacé ma famille. » Ibrahim le fixa. « Vous aviez le choix. Vous avez choisi le pouvoir plutôt que l'honneur. » Alors que les gardes l'emmenaient, une voix cria « Monsieur !» Un garde s'est enfui par la porte arrière. Ibrahim comprit qu'il y avait d'autres traîtres, aidés de l'intérieur. Il ordonna « Fouillez tout le monde, personnel, garde, cuisinier, femmes de ménage. Quelqu'un les aide. » Mais une pensée le frappa. Ismaël, qu'il avait laissé en sécurité dans une chambre d'amis, était-il en danger? « Amenez-moi à Ismaël maintenant » cria-t-il. Il courut vers l'aile des invités. La porte,
Était ouverte, la pièce vide. Pas d'Ismaël, pas d'enregistreur, juste une fenêtre ouverte et une tache de sang sur le sol. « Trouvez-le », ordonna Ibrahim. « Verrouillez toutes les sorties, fouillez le palais. » Seikou, voyant le sang, déclara « C'était prévu. Le garçon est une cible, il a la preuve. » Ibrahim, regardant la fenêtre, murmura « Ils sont sortis par l'arbre près de la cuisine. » Seikou proposa de vérifier les caméras, mais Ibrahim l'arrêta. « Les caméras sont probablement désactivées. Vérifiez la tour radio pour des transmissions suspectes. » Alors qu'il parlait, un garde pâle s'approcha. « Monsieur, juste avant que les lumières s'éteignent, j'ai vu un homme en uniforme de domestique dans l'aile des invités. Petit, lourd, une cicatrice sur la joue gauche, il boitait. » Ibrahim se figea. « Ce n'est pas un domestique, c'est le capitaine Caleb, un ancien militaire renvoyé pour espionnage. » Il ordonna un verrouillage total du palais et une protection renforcée pour sa famille. Pendant ce temps, sur un chemin de terre, une camionnette transportait Ismaël, ligoté et bâillonné. En face de lui, Caleb, une cicatrice sur la joue, alluma une cigarette. « Tu as causé des ennuis à des gens puissants, gamin. » Le chauffeur ricana. « Ce n'est qu'un enfant. Tuons-le et jetons-le dans la rivière. » Caleb refusa. « Le patron veut entendre l'enregistrement. S'il est dangereux, on le livrera aux étrangers. » Dans un entrepôt poussiéreux, Caleb tenta de lire l'enregistreur, mais il était vide. Furieux, il arracha le bâillon d'Ismaël. « Où est l'enregistrement ?» Ismaël, le visage en sang, murmura. « Vous ne le trouverez jamais. » Caleb reçut un appel. Changement de plan. Le président se rapproche. Emmenez le garçon à l'avion, il décolle dans 30 minutes. Au palais, un jeune concierge nettoyait l'enceinte qu'Ismaël utilisait au marché. Il trouva une carte mémoire cachée à l'intérieur, scellée avec du ruban. Il la remit à un agent. Seikou, essoufflé, apporta la carte à Ibrahim. « Nous avons l'enregistrement. Un concierge l'a trouvé dans l'enceinte. » Ibrahim brancha la carte. Les voix résonnèrent. « Il doit être parti avant l'aube. Les gardes sont à nous. Le garçon ne sait rien. Sortez-le discrètement. » La salle était silencieuse. C'était la preuve d'un complot impliquant des ennemis locaux et étrangers. Sur une piste privée, Ismaël, blessé, fut traîné vers un avion. Caleb le suivait, murmurant « Tu aurais dû te taire. » Mais un hélicoptère surgit, des soldats en descendirent, criant « Lâchez vos armes !» Caleb saisit Ismaël comme bouclier. « Reculez ou il meurt. » Un tir retentit. Caleb s'effondra, touché à la jambe. Ismaël tomba, libre. Ibrahim, descendu d'un second hélicoptère, s'avança. « Vous avez blessé mon peuple, vendu mon pays, volé un enfant. » Caleb gémit. « Ce n'est pas fini. » Ibrahim répondit. « Si, c'est fini. » Il ordonna. « Arrêtez-les tous, détruisez cet avion s'il le faut, et ramenez mon fils à la maison. » Ce soir-là, à la télévision, Ibrahim s'adressa à la nation, Ismaël à ses côtés, vêtu d'une chemise propre, un bandage sur le sourcil, souriant. « Mes compatriotes, ce soir, nous avons failli être détruits de l'intérieur. Des gens en qui j'avais confiance ont tenté de tout nous prendre, mais une voix, celle d'un enfant des rues, a sauvé notre pays. » La salle éclata en applaudissements. Ibrahim posa une main sur l'épaule d'Ismaël. « Désormais, ce garçon est de ma famille. Il prouve que la voix du peuple compte, peu importe sa pauvreté ou son âge. » Dans les semaines suivantes, des arrestations eurent lieu, des procès commencèrent, des complots furent dévoilés, mais surtout le peuple se réveilla, comprenant que la vérité peut venir de n'importe qui, même d'un enfant, avec une radio cassée. Ibrahim créa la Garde du peuple, un groupe d'étudiants, de bénévoles et de citoyens formés pour dénoncer la corruption. Au centre, Ismaël, avec une maison, une école, un avenir, devint un symbole de courage et de vérité. Chaque dimanche, Ibrahim et Ismaël s'asseyèrent dans un coin, écoutant la vieille radio crépitante. « Elle marche toujours ?» demanda Ibrahim, tenant l'enceinte poussiéreuse. Ismaël sourit. « Oui, monsieur. Il suffit d'écouter attentivement. » Ils rirent, et au loin le Burkina Faso était plus fort, grâce à un garçon des rues qui avait parlé et sauvé une nation.